Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Clique dans La Légende, vous le savez, retrace l'histoire de vos émotions. Vous avez tous déjà frissonné devant un film de John Carpenter. Mais on va en apprendre aujourd'hui un petit peu plus sur le maître de l'horreur et notamment sur ses compositions musicales qui accompagnent la majeure partie de ses films. Mais pas que. « 52 minutes en compagnie, enfin presque, de Big John, John Carpenter. » Et pour agrémenter cette superbe thématique, nous avons avec nous deux invités de choix. Mélanie, tu es docteur en cinéma. C'est ça. Bienvenue chez nous. Hein. C'est la première fois que tu viens. On est très content que tu sois là. Merci beaucoup. Stéphane, tu es un habitué. Hein. Tu as inauguré la première saison, la première émission de la première saison. Tu es auteur et journaliste spécialisé en cinéma. C'est ça. On peut te lire depuis de nombreuses années à travers la presse et maintenant même à travers Internet et aussi dans des podcasts. Voilà, tu fais énormément de choses. Voilà. Très, très actif. Très content de vous avoir avec nous aujourd'hui. John Carpenter, c'est une légende du cinéma, une légende vivante, hein, on le rappelle. On va peut-être aborder justement avant cette légende qui commence pour moi avec Halloween. Donc on va parler de John Carpenter avant Halloween. Qui était-il avant Halloween ? Qui était-il avant Halloween ? C'était un étudiant en cinéma hein, qui s'est plongé là-dedans. C'est un grand fan de western. Et Bravo, entre autres. Voilà, c'est ça. Il a maintes fois cité à travers ses films. C'est étonnant d'ailleurs qu'il n'ait jamais vraiment fait un western de sa vie, puisque c'est vraiment sa passion, quoi. Et en fait, il a commencé en tant qu'étudiant de cinéma. Il a fait notamment un film d'étudiant qui est Dark Star, qui est, on peut dire, quelque part son premier vrai film, en fait. Qui était un projet de fin d'études. Voilà, c'est ça qu'il a fait avec Ron O'Bannon, qui est devenu scénariste de Alien, etc. Et en fait, et d'ailleurs, les films partagent certaines similitudes. Complètement. C'est un film dans l'espace. Voilà, sur l'isolation, etc. Et en fait, c'est plus une version parodique, comique, en fait, du genre. Et alors, on y retrouve déjà quelques notions de Carpenter, en fait, dedans. Mais c'est vraiment un film d'étudiant. Et en fait, c'est après, avec Asso, qu'il a vraiment réussi à se lancer sa carrière. Asso, c'est 76, c'est bien ça. Hein. Ouais. Voilà. Mais juste avant, tu me corrigeras, il me semble qu'il y avait un court-métrage qui lui a permis d'avoir Mais je crois que c'est un Oscar. Dark Star, Non, c'était Bronco Billy. Bronco Billy. Ouais, il a fait un court-métrage encore avant. D'accord. Eh ben, écoute. ouais. Et parce que Bronco Billy, c'est un film avec Clint Eastwood. Hein. Non, mais c'était la résurrection de Bronco Billy. Ouais. Et non, il a fait un court-métrage encore avant. Et après, un peu comme plein de cinéastes, il y a une espèce de légende sur quand il était petit, il aurait pris la caméra. On lui aurait offert une caméra et puis il aurait fait des films en Super 8. Tim Burton a la même légende. Enfin, ils ont tous un peu le même. Spielberg. Voilà. Ils ont tous fait ça. On offrait beaucoup de caméras Super 8 apparemment à ce moment-là. Et effectivement, après, Asso, ça a été la vraie révélation parce que Dark Star, c'est quand même un film. C'est un film d'étudiant. Voilà. Fauché. Fauché, oui, bien sûr. Avec un alien. Voilà. Éclaté, on peut le dire. C'est pas le premier film qu'on peut recommander dans la filmo de Carpenter. On va Pour pas faire se mentir, aimer Carpenter, c'est pas le mieux, non. je pense. Après, il vaut mieux le voir en premier qu'après, quoi. Parce que le truc, c'est qu'il a vraiment, grimpé aussi en flèche derrière. C'est-à-dire que même Asso, c'est un tout petit film. Hein. C'est un film à 100 000 $ à l'époque. Sur Asso, voilà. 76 Asso, c'est ça. Hein. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment en fait sa version urbaine de Rio Bravo, avec un film en huis clos. C'est un siège. Un siège, voilà, c'est ça. Et c'est vraiment une relecture, comme pas mal de cinéastes d'ailleurs, en fait, se sont amusés à le faire, à prendre ce sujet-là, parce que ça coûte moins cher. Et voilà, c'est un film assez radical. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission, mais c'est un film politique aussi. Hein. Asso, ouais. C'est un film politique. Et c'est un film, d'ailleurs, un Français a fait un remake aux États-Unis. Jean-François Richer, et c'était Asso sur le Central 13. Alors, on en pense ce que l'on veut. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympathique à l'époque. On en pense que l'on veut. Ouais. Avec un bon casting, voilà. Non, mais... évidemment, comparé à Asso, l'original, c'est très compliqué parce que c'est un film engagé, voilà, politique. Et on voit dès Asso, en fait, on voit justement la patte de Carpenter, on l'a dit, sa passion pour le western. Lui, il dit qu'en fait, il a toujours voulu faire du western à la base, avant même des films d'horreur, mais qu'il ne s'est jamais senti le talent pour le faire. En fait, c'était ça. Il mixe, c'est toujours un peu une sorte de western mélangé avec autre chose. Même Vampire, c'est une sorte de western avec des vampires. Asso, c'est une sorte de western, mais avec des assaillants qu'on ne connaît pas.
avec une scène quand même. Avec les fenêtres, quand on brise les fenêtres, il y a vraiment, on retrouve des. Et puis c'est très radical. Je crois qu'il a été interdit au moins de 18 ans en France. Il y a une scène quand même, la mort d'une petite fille qui a été coupée aux États-Unis, qui a été réinstaurée après. Qui arrive comme ça, qui est assez frappante, quoi. C'est choquant. Comment est reçu par la critique justement Assaut, le premier vrai film de Carpenter en 76 Ouais, c'est difficile à dire parce que je pense que c'est un peu passé sous le radar, à part éventuellement les scènes chocs. En fait, c'est vraiment en fait Carpenter, il est vraiment devenu John Carpenter aux yeux de la critique en fait avec Halloween, parce que ça a été aussi un très gros succès, et le plus gros succès du cinéma indépendant de l'époque. Donc pareil, c'était un tout petit budget. Parlons d'Halloween, 78. On va dire que Halloween arrive à point nommé, puisque l'horreur, à l'époque, le film de genre, c'était un petit peu, on va dire, endormi sur certains acquis. Et voilà, c'était tout le temps un petit peu les mêmes ficelles. Là, en 78, arrive John Carpenter avec Halloween. Et révolutionne le genre, on peut le dire. Je t'en prie, vas-y. Non, mais il y avait quand même un terreau. On avait Massacre à tronçonneuse. Il y avait un petit peu après va arriver Vendredi 13. Il y a quand même à ce moment-là, à la fin des années 70, pardon, quelque chose qui se passe dans l'horreur. Et c'est vrai qu'avec Halloween, il a inventé des codes. Aujourd'hui, quand on va voir n'importe quel slasher, donc ces films où un méchant poursuit en général un groupe d'adolescentes ou de jeunes gens, en tout cas. Tout ça, c'est dans Halloween, en fait. Alors, il n'a pas tout inventé, parce qu'il s'inspire beaucoup d'autres, évidemment. Il s'inspire déjà de Psychose, voilà. Tout à fait. Complètement. Mais effectivement, il a inventé plein de codes. Et puis, là, il y a son style. Le fait de ne pas forcément montrer, justement, les choses. C'est en ça que je disais que d'autres films se reposaient sur des acquis. Lui s'est dit, on va faire un film d'horreur différent, en fait. On va suggérer la peur. À la base, c'était une commande. C'est-à-dire, c'est le producteur Moustapha Hackett qui lui a dit je veux faire un truc qui s'appellerait les Babysitter Murders. En fait, c'est vraiment sur quelques babysitters qui se font tuer par un serial killer. En fait, voilà. Et lui, sur cette base-là, il s'est dit ok, donc combien tu me payes, combien j'ai de budget, $300,000, ce qui est vraiment très très peu, quoi. C'est ridicule. Encore une fois. Et avec cette économie de moyens, en fait, il y a une économie de narration, en fait, vraiment clairement nette et précise. Mais ça, c'est un truc qui est très très fort chez Carpenter et qu'il a toujours mis en avant, même quand il y avait des plus gros budgets. Il a toujours fonctionné de cette manière-là, quoi. Et ce qui est très fort en fait avec ce film-là, c'est que il crée un boogeyman, en fait, voilà, un croque-mitaine en fait qui va rester dans les annales, qui est Michael Myers. C'est devenu un personnage de la pop culture, carrément. Voilà, c'est ça. Et en fait, qu'il avait vraiment surnommé The Shape, en fait, sur le tournage, c'est-à-dire la forme, en fait. Et c'est un pur personnage de cinéma dans le sens où il apparaît et disparaît de manière totalement irréelle, en fait. C'est-à-dire que les gens se posent la question, est-ce qu'ils l'ont vu, est-ce qu'ils ne l'ont pas vu? Et si on réfléchit concrètement, ce n'est pas possible, en fait, que le personnage se bouge comme ça, se moue comme ça. Mais c'est justement un personnage de pur cinéma et en fait, il faut croire dans le cinéma, en fait, pour avoir vraiment peur de ce personnage-là. Et c'est ça qui est fascinant. Et il n'y a pas une goutte de sang, en fait, dans Halloween. Il n'y a pas voilà. Mais c'est un film qui fait vraiment peur. Parce qu'il joue sur la façon dont il va gérer le hors-champ, il joue sur la façon dont il va gérer son cadre, en fait, qui est en cinémascope, qui est hyper travaillé, hyper précis, hyper millimétré. Et ça, c'est vraiment une école à la Hitchcock, en fait. C'est-à-dire qu'il va vraiment se pencher sur ça, quoi, étudier ça, et faire un film plus gros que le budget qu'il avait, quoi. C'est-à-dire vraiment se dire, je vais faire un film classique, vraiment, très travaillé. Et d'ailleurs, c'est sur Halloween où Carpenter dit que, il prend que $10 000 de cachet, mais il prend 10% aussi des recettes. Alors, c'est possible, mais je crois qu'il s'est fait un peu avoir parce que justement, il y avait un deal pour faire Halloween 2, justement, pour pouvoir avoir récupérer cet argent-là, en fait. Parce que ça a été un carton. À l'époque, ça a rapporté $45 millions, je crois, comme ça, aux États-Unis. 45 et 47. Ce qui, à la fin des années 70, c'est énorme. Hein. Surtout pour le budget. On a combien, 300 000 $300 000, et c'est vraiment un carton inattendu. Le titre, en fait, aussi, joue beaucoup, parce que Halloween, c'est une grosse fête aux États-Unis. C'est arrivé en France ces dernières années, mais à la base, ça n'existait pas à l'époque chez nous. Et aux États-Unis, par contre, c'est énorme. Donc forcément, c'est hyper évocateur, et il joue sur ça, en fait. Donc le film a été un carton, mais il a fallu qu'il fasse la suite, qu'il renie, hein, d'ailleurs, Halloween 2, qu'il l'écrive en tout cas, pour pouvoir toucher une partie de ce que le producteur lui devait.
Oui, parce qu'on va rester sur Halloween 1. Après, il y a quelques épisodes qui méritent d'être sauvés, mais c'est une longue saga. On peut parler de Rob Zombie. Oui, on peut en parler. C'est un autre sujet. Mais oui. Non, mais là, par contre, on peut dire qu'aux États-Unis, quand Halloween arrive, là, on a un vrai succès critique aussi, au-delà du succès en salle. Je suis pas sûre. Enfin, ça reste un film quand même de genre, un film d'horreur. Je suis pas sûre que la critique soit si élogieuse pour ce type de film en général, malheureusement. Mais c'est vrai que c'est à partir du moment où c'est un réalisateur qui devient rentable aussi. Donc, et puis, on a un style. Enfin, je voulais juste revenir 2 secondes, mais sur ce que tu disais, je suis tout à fait d'accord. Et ce qui est génial dans le film, c'est la scène d'intro aussi. Oui, en vue subjective. En vue subjective, où effectivement, là, on est dans ce mal, dans la peau du tueur, dans la première scène, et on ne le sait pas au début. Et ce tueur, c'est un petit garçon en plus. Enfin, c'est vrai qu'il pose tout de suite toutes les choses chocs du film et tout son style dès la scène d'intro. Il est très très fort en scène d'intro. Et puis, son style, c'est aussi sa musique, puisque c'est lui qui compose le thème. Et si vous ne savez pas ce qu'est le thème d'Halloween, c'est ça, et vous le savez forcément. Puisque tout le monde connaît la musique d'Halloween. On va revenir un petit peu plus tard, mais c'était juste pour dire voilà, que son style, il est dans la manière de filmer, la manière de composer aussi, puisqu'on va y revenir, mais il compose beaucoup de musique de ses films. En fait, il pose tout son univers déjà dans Halloween. Est-ce que pour vous, déjà, avec Halloween, il devient déjà un des meilleurs réalisateurs de films d'horreur ? Oh bah clairement, et en plus, le truc avec Carpenter, c'est qu'il contrôle absolument tout, on va dire, quelque part sur ses films. C'est lui qui l'écrit, c'est lui qui le réalise, c'est lui qui donc fait la musique. Et en gros, ça lui a beaucoup été reproché, hein, mais le film s'appelle pas Halloween, il s'appelle John Carpenter's Halloween, comme la plupart de ses films, en fait. C'est-à-dire qu'il met vraiment son nom au-dessus du film, et pour cause, en fait, puisque, encore une fois, c'est même quand il a fait des films de studio bien plus tard, il a vraiment essayé de contrôler au maximum, et ces films lui ressemblent, même quand on essaye de les saboter, comme ça a pu arriver sur certains films de studio, quoi. Donc du coup, il les assume à 300%, et voilà, c'est pour ça qu'il est aussi devenu quelque part le maître de l'horreur. Mais après, la façon dont il est perçu aux États-Unis, c'est vrai, c'est-à-dire que c'est pas considéré, c'est vraiment en France qu'on le considère comme un réalisateur, un grand réalisateur. C'est ce qu'il dit, en fait. Il dit que en fonction des pays, on le considère différemment. Il peut être considéré comme un compositeur dans un pays, comme le maître de l'horreur chez nous. En Allemagne, ça va être différent, et aux États-Unis, c'est complètement différent. Mais pour revenir, il dit même qu'on nous prend pour un clochard aux États-Unis. C'est la grande phrase. Hein, et en France, parce que c'est quand même la spécialité française, on le prend pour un auteur. Un auteur. Oui, c'est vrai, exactement. C'est ce qu'il dit. Oui, un auteur, tout à fait. Mais c'est français, quoi. Oui, c'est très français. Pour revenir sur un petit peu ce titre de maître de l'horreur, là, on a parlé d'Halloween, mais il y a Fog aussi, il y a Christine, il y a Le Prince des Ténèbres, L'Antre de la Folie, Vampire, excellent Vampire qui pose des bases aussi pour certains autres réalisateurs plus tard. Vraiment, et en fait, au-delà d'avoir une thématique qui peut être la peur, on a l'impression que dans chacun de ces films, il essaye aussi, en tout cas pour cette thématique-là, de réinventer un petit peu son propre genre à lui. C'est-à-dire qu'il garde ses codes, mais il essaye d'amener quelque chose en plus de différent. Et il y a The Thing, évidemment. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. The Thing, alors le truc avec Carpenter, c'est que moi, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a cette tendance à vraiment aller à l'essentiel et raconter ce que moi j'estime être des belles histoires. Par exemple, The Fog, c'est vraiment une belle histoire. C'est-à-dire, ça commence comme ça. C'est un vieux monsieur qui va raconter une histoire au coin du feu à des enfants et leur dire, je vais vous raconter cette histoire de fantôme. Et il trouve, en fait, j'ai pas envie de dire la beauté, en fait, dans ça, mais il trouve vraiment l'intérêt de ce qui pourrait être une histoire assez classique, assez basique, et il le fait ressortir vraiment de manière assez forte. C'est ça que je trouve assez beau. Et puis il a une façon là par exemple dans The Fog, il a une façon de filmer la plage californienne et ce genre de choses qui est vraiment magnifique, quoi. Et du coup, voilà, tu parlais du remake de Asso, mais il y a eu plusieurs remakes en fait de films de Carpenter. Alors Fog, il a oublié par contre, on est d'accord. Moi, je pense que tous les remakes de Carpenter sont plus ou moins oubliés, mais parce que justement, en fait, ils peuvent pas se... Ah, Mélanie n'est pas d'accord. Qu'est-ce que tu reviendrai sur Rob Zombie, mais on en reparlera. Non, mais ça c'est intéressant, mais pour le coup, lui, il fait vraiment autre chose d'Halloween, quoi. C'est-à-dire que... c'est une réinterprétation. Voilà, c'est ça. Et t'as plus l'impression qu'il voulait faire Massacre à la tronçonneuse que Halloween, en vrai. Mais, voilà. mais le truc, c'est que généralement, voilà, c'est quelqu'un qui imprime une telle personnalité tellement forte, en fait, sur son truc, tellement
tellement qu'on peut pas se l'approprier. individuels que voilà, je pense que lui-même il le sait quelque part au fond de lui-même, et du coup il les laisse faire parce que ces remakes se font grâce à lui. C'est-à-dire que c'est lui qui accepte en fait de céder les droits. C'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. Quand tu as écrit un film, c'est toi qui cèdes les droits. Mais en fait, en gros, voilà, c'est quelqu'un qui a une très très forte personnalité et qui vraiment en fait l'imprime sur ses films. The Thing, c'est un remake. D'un film des années 50, mais lui il est parti à la source du roman, et en fait il a décidé vraiment de chercher ce qu'était vraiment la peur. Et la peur, c'est quoi? C'est la peur en chacun de nous, vraiment. C'est-à-dire que la peur de l'autre, la peur de comment dire, on va se comporter socialement, et ça c'est quelque chose qui revient assez régulièrement dans son cinéma. Et The Thing, par exemple, c'est un film il s'est fait taxer de pornographe de l'horreur, en fait, au moment où il a fait le film. C'est-à-dire que, parce que c'est un film extrêmement graphique, extrêmement fort. C'est un peu gore à l'époque. Pour le coup, c'est très gore. C'est l'inverse d'Halloween. C'est vraiment. J'aimerais qu'on écoute justement John Carpenter quand il parle d'Halloween et justement de ce début du maître de l'horreur. On a un petit extrait d'interview assez intéressant. I was just this kid with long hair trying to make a movie with a bunch of cute actresses. That's all. But look what came out of it, though. You know, it's great. I was lucky. It was fun. God, it was fun. I remember this famous screening where I got to sit outside and listen to the audience scream at Halloween. It was like a symphony. It was the most beautiful thing I've ever heard. Donc voilà, il avait vraiment cette volonté de faire peur. Et peu importe les manières. Donc là, on revient sur The Thing où c'est gore, Halloween où c'est plus suggéré. On a parlé de Fog, alors c'est un rythme beaucoup plus lent, c'est encore une fois, dans la forme, c'est différent. Fog, c'est un film qui est très poétique, en fait. Oui. Qui est effectivement lent, mais moi je trouve que The Thing, c'est un film qui est très lent aussi. On a quand même cette scène où il y a un chien qui court dans la neige au début. Enfin, c'est quand même, ça prend son temps. Mais ce que j'aime beaucoup dans l'interview, là, c'est quand même quelque chose aussi. Alors oui, il veut faire peur, mais ce qu'on voit, c'est qu'il s'amuse, quoi. Ah ben oui. Carpenter, c'est quand même un réal qui, même s'il râle des fois sur le système et tout ça, on voit quand même qu'il s'éclate à faire ce qu'il fait et que quand il peut plus s'amuser, il arrête, quoi. Il fait une pause et tout, et jusqu'à ce qu'il puisse à nouveau s'amuser. Et là, on le voit bien dans. Alors oui, c'est une des particularités de Carpenter, c'est qu'en fait, entre ses films, il prend beaucoup de temps parfois. Parce qu'il le dit aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est qu'il joue à la console, il joue aux jeux vidéo et il regarde la NBA. Là, il ne fait plus de films. De toute façon, il a arrêté. Je pense qu'il s'est fait brûler par le système. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit vraiment en fait ses films. Je pense que il y a quand il a fait Jack Burton en 86. C'est un film qu'il espérait vraiment en fait que ce soit un carton. Il s'est éclaté comme un dingue en fait à faire le film. Et c'est un film qui est culte aujourd'hui, mais qui s'est complètement planté encore une fois à l'époque, comme quasiment la plupart de ses films. En fait, c'est ça qui est assez. Alors revenons là-dessus, c'est très intéressant. C'est-à-dire que ces films sont devenus cultes malgré des échecs commerciaux pour la majorité. Ouais. On parle bien de la majorité. Tu parles de Jack Burton, mais même avant. The Thing, c'est un énorme échec. C'est une catastrophe. Ça sort en 82, en même temps Kitty, c'est ça. C'est 2 semaines avant ou après. Enfin, ça sort à peu près en même temps. Et en gros, il y a d'un côté le gentil extraterrestre. Ouais. Et de l'autre côté, on ne sait pas trop quoi, chose angoissante, c'est l'inverse d'E.T. La chose, c'est nous. Voilà. C'est clairement ça. Et c'est vrai que du coup, ça s'est planté. Et là, pour le coup, les critiques ont été très, très mauvaises sur The Thing. Et pas que les critiques classiques, c'est-à-dire même les critiques de cinéma d'horreur, en fait. C'est-à-dire Fangoria, tout ça, ils avaient vraiment déchiré le film quand c'est sorti. Mad Movies, à l'époque, avaient déchiré le film quand c'est sorti. Comment c'est possible? Moi, j'avais 5 ans quand c'était donc j'étais pour rien. Mais en fait, parce que je pense que c'est un film qui renvoie vraiment à quelque chose de très très terrifiant, encore une fois, chez les gens qui sont la façon d'être perçu socialement, la façon d'être géré. Et c'est vraiment, alors c'est dans un cadre très minimaliste. Encore une fois, c'est un film alors il y a que des hommes dans une station perdue dans la neige. Par une voix. Voilà, oui, évidemment. Et en gros, qui se retrouvent en fait tous face à face et à se poser des questions, alors qu'ils sont censés se connaître et travailler ensemble et s'apprécier. D'un seul coup, il y a cet élément perturbateur qui arrive, la chose donc, et qui en fait questionne complètement leur fonctionnement. Et voilà, si on applique ça à n'importe quel cadre social, ça. Mais comment expliquer qu'il faut attendre des années pour que ces films soient cultes? Là, on parle de The Thing. Là, on peut comprendre. Ça arrive en face d'E.T. Il y a plein de choses qui font que c'est une autre manière de percevoir, voilà. Mais par exemple, Jack Burton. C'est pas des films qui sont dans l'air du temps? Oui, c'est décalé. En fait, il est soit trop tôt, soit trop tard. Enfin, il est pas. Il y a un problème de timing, peut-être, je sais pas. Mais effectivement, Jack Burton, il a été à fond dans l'hommage. Enfin, c'est plutôt un hommage d'ailleurs qu'une parodie. Enfin, il y a du pastiche de Chambara. Il est fan de la Shaw Brothers. Enfin, c'est vraiment
un fan de plein de cultures cinématographiques. Hein. C'est pas un Américain. Enfin, il n'est pas voilà que déjà sur le cinéma hollywoodien. c'est l'un des premiers à avoir fait ça à Hollywood dans le comment dire dans le cadre d'un blockbuster en fait, à vraiment citer les films de Hong Kong des années 70. Il a fait vraiment comme dans les films de Hong Kong, c'est-à-dire que les gens ils sautent partout, ils volent, de la science-fiction, des arts martiaux. Et avec l'idée en fait que le héros du film n'est pas Jack Burton, puisque c'est de lui dont on se moque, c'est-à-dire le personnage de Kurt Russell, mais les Chinois, en fait. Et c'est vraiment la communauté chinoise, etc., etc. Et du coup, en fait, il a vraiment mis ce truc en avant. Et je pense que Jack Burton, c'est un beauf, en fait, dans le film. Alors, un beauf sympathique, agréable. Mais c'est complètement le cas. Mais il réussit un truc sur 15. Donc voilà. Quand il tire... Non, quand il envoie le couteau, quand il renvoie le couteau. Et tout le monde le regarde effaré, voilà. mais t'es nul. Voilà. Mais le truc, c'est que, en fait, je pense que le problème de Carpenter, c'est même pas une question de timing, en fait. C'est que lui, il fait ce qu'il aime. Il le fait à sa manière. Et il a vraiment une espèce de voix individualiste, vraiment, enfin individuelle, j'ai envie de dire, presque très, très prononcée. C'est pour ça que ces films marchent, en fait. C'est-à-dire qu'après, mais sur le moment, en fait, quand les gens les découvrent, ils se disent mais c'est pas ce que j'ai l'habitude de voir. Et donc, du coup, je pense que, voilà, après, Quels ont été ses plus gros succès commerciaux Halloween. New York 97, ça avait bien marché. Ça a bien marché, mais c'est des films, c'est des séries B, hein, enfin encore une fois. Et quand je dis série B, c'est pas du tout de... Oui, Christine, parce que c'est une adaptation de Stephen King. Mais c'est pas du tout péjoratif, hein, ce que je dis série B, c'est vraiment pour moi, il y a des excellentes séries B, enfin même des chefs-d'œuvre, hein, dont les films de Carpenter. Et voilà, donc après, oui, New York 97, par exemple, c'est un film qui a marché, c'est un film qui est devenu culte. Quand il a fallu faire la suite 15 ans après, c'est devenu un très gros budget. Ça s'est complètement planté. Los Angeles 2013, c'était voilà, ça. Hein. Ouais. Après, voilà, on voit, c'est évidemment culte, mais on a quand même énormément de films de Carpenter qui sont cultes. J'aimerais qu'on écoute justement encore une fois Carpenter, mais cette fois sur un petit peu l'aspect box-office. You know, civilians all the time hear claims about motion pictures that made more money, did more money in one weekend, did more money in a half an hour. But this one, the most successful independent production in history. Give us an idea what that means. The movie cost $300,000 to make, and it made $70 million. $300,000 to make. Yeah. You can pretty much do that in your basement. $300,000 is a Cheap cheap film, movie. right? Cheap movie. And $70 million? Worldwide to date, yeah. Good heavens. Now, do you get a lot of that? No, not a lot of it. No, a little bit of it. Voilà. Là, il ne savait pas encore ce qu'il l'attendait. C'est-à-dire que là, il parle d'Halloween. Quand il parle de ça, on était sur les 300 millions de tout à l'heure. Donc, à cette époque-là... 300 000. 300 000, pardon. À cette époque-là, est-ce que lui-même est convaincu que ces films, après, vont être rentables ? Parce que c'est après qu'il y a une sorte de désillusion qui s'est créée chez Carpenter. C'est ce que j'allais dire sur Jack Burton. C'est-à-dire que quand je dis qu'il vit ses films, en fait, c'est que sur Jack Burton, il l'a clairement dit, hein, qu'il s'est amusé comme un petit fou. Et en fait, le système l'a complètement brisé. Le bid, le fait de se battre avec le studio, hein, qui était la Fox à l'époque, qui ne comprenait pas du tout quel film ils avaient entre les mains, qui n'ont pas su le vendre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Carpenter est vraiment reparti en fait, à ses racines, en fait, à faire des tout petits budgets. C'est-à-dire Prince des Ténèbres, je crois que ça n'a même pas coûté $1 million à l'époque, quoi. Et Invasion Los Angeles juste après, quoi, qui a coûté 3 ou 4 millions. Voilà. Pour moi, Invasion Los Angeles, un des plus grands films de Carpenter. Ah oui, c'est magnifique, quoi. Et un des plus grands films tout court, parce que voilà. Ouais. Mais en fait, quand tu le voyais sur le tournage de ces films-là, d'un seul coup, en fait, alors qu'il n'avait même pas encore 40 ans, hein, il était vieilli, il avait d'un seul coup les cheveux gris, il avait vraiment perdu du poids et tout, et tu te dis, bon, bah voilà, il vit... il a vécu le truc de l'intérieur, il l'a pris en pleine gueule, et voilà. Moi, je pense que The Thing, si le film avait vraiment été un carton au moment où c'est sorti, film d'horreur ou pas film d'horreur, peu importe, en fait, je pense qu'il aurait pu avoir la carrière d'un Spielberg, vraiment derrière ça, en fait. C'est-à-dire que je pense que s'il avait parce que c'est clairement un film de John Carpenter, tu peux pas la qualité du film, elle lui est redevable, mais et aujourd'hui c'est un film qui est vraiment considéré comme l'un des plus grands films d'horreur jamais faits. Mais oui, à l'époque, il s'en est pris tellement, comme d'ailleurs d'autres cinéastes, hein, Brian De Palma, ça lui arrivait aussi à l'époque de Scarface, de s'en prendre plein la gueule comme ça, et ça a changé, je pense, déjà sa perception à Hollywood et la façon dont sa carrière a pu évoluer, quoi. Et il s'en est jamais remis. D'ailleurs, ce qu'il a fait juste après, c'est qu'il a essayé justement de courir derrière le succès de E.T. en faisant Starman. Et moi, j'aime beaucoup, hein, Starman, c'est un film très intéressant, mais le truc, c'est que... C'est compliqué. Non, mais c'est un film surtout je pense que le truc, au moins avec Carpenter, c'est ce qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'il est vraiment honnête, en fait, avec ce qu'il fait. C'est-à-dire que
Je pense qu'il peut assumer à peu près, si on enlève éventuellement le tout dernier, The Ward ou éventuellement Dark Star, je pense qu'il peut assumer totalement tous ses films en fait. Mais là, il se sent un petit peu comme un paria aujourd'hui, en fait, Carpenter, Ah bah non. pas considéré à Enfin, sa juste valeur. En tout cas, en France, Oui, en tout est France, fait ouais. pour... mais c'est particulier. En Mais- France, mais enfin, dans sa carrière globale, le fait qu'il n'ait pas eu le succès qu'il méritait en salle, lui, en fait, ce qu'il dit, ce que j'ai lu, c'est qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que des années plus tard, ses œuvres soient réhabilitées par les gens, quoi. Bah, d'ailleurs, il s'est un peu vengé de l'insuccès de The Thing, parce que quand il a reçu un prix à Cannes, là, je crois que c'était l'année dernière, et il a demandé à faire diffuser The Thing, justement, à Cannes, ce qui est quand même une belle... Un joli pied de nez. Voilà, un joli pied de nez, bon, qui ne changera rien à sa carrière, mais qui lui permet une petite... C'est probablement le revanche. film qui restera de lui. En tout cas, ça c'est sûr. C'est aux yeux des gens, quoi. Mais après, je pense que c'est très difficile de savoir, surtout quand tu t'en es pris plein la gueule comme ça pendant toute ta carrière. En gros, c'est très difficile de se dire que justement tu vas être réhabilité à un moment donné ou à un autre. Et aujourd'hui, il n'y a pas un studio qui a envie de lui fournir un vrai budget pour faire un vrai film, au-delà de son envie à lui. Alors- Parce que lui, il dit que oui, s'il a du budget, un vrai budget, une vraie bonne idée, il retourne faire un film. Ben, ce qu'il dit aussi, c'est que le système actuel pour les films d'horreur, c'est de faire des films qui ont l'air chers, qui ont l'air de coûter 10 millions avec 2 millions. Et il prend les cas de Blumhouse, etc. Et il dit, moi, je ne veux pas faire ça. Donc, voilà, le système actuel, c'est c'est ça. Et il veut avoir les moyens de faire ce qu'il a envie de faire. Et c'est vrai que c'est étonnant Enfin, étonnant, oui et non, puisque effectivement, il n'a jamais eu d'énormes succès à part Halloween. Donc, Non, mais par contre, il a créé des choses qui restent en fait. C'est-à-dire c'est que ça. Halloween, en fait, il y a eu la suite l'an dernier qui a effacé toutes les autres suites, et ça part sur une trilogie. Ça a été un carton énorme. Ça fait des années qu'on parle d'un remake de New York 97, mais vraiment de manière très très. Même Jack Burton. Jack Burton, on parle d'un remake avec The Rock. Donc il y a eu The Fog, il y a eu Assaut. il y a eu Assaut, il y a eu The Thing The Thing aussi. Thing. Ils ont fait une espèce de Une préquel. préquel, ouais. Mais en fait, c'est des films qui sont tellement forts, c'est ça qui est quand même assez dingue, c'est que c'est des films qui sont tellement forts que même The Thing, en fait, ils ne savaient pas comment l'appeler, donc ils l'ont appelé The Thing. ça. C'est-à-dire, alors que c'est une préquelle, donc du coup, tu as deux films qui s'appellent The Thing, et bon, il y en a un qui ne restera pas, je pense que la préquelle ne restera pas vraiment. Qui n'est Et- pas si mauvais que ça, quoi, en soi. Mais ça n'a pas grand intérêt. C'est ça, surtout. ouais. C'est ça. Ça se regarde et ça s'oublie, quoi. Exactement. Au contraire de tous les films de Carpenter. Voilà. Il y a quasiment aucun film qui s'oublie, pour moi. Et nous non plus, on ne l'oublie pas. Je pense qu'on va conclure là-dessus. On se retrouve pour la deuxième partie de la spéciale John Carpenter. Merci beaucoup. De retour en plateau pour parler de Big John, John Carpenter. On va étudier ensemble un petit peu plus en détail, non pas ses films, mais un petit peu son caractère, ses acteurs fétiches, ses passions et évidemment la musique. Avec nous, Mélanie, docteur en cinéma. Bonjour. Bienvenue, très content que tu sois avec nous. Et Stéphane, auteur, journaliste, spécialiste en cinéma, très content également de te compter parmi nous. Alors, Salut. dans la première partie de l'émission, on a vu un petit peu les succès et les échecs de John Carpenter, notamment commerciaux. On a étudié un petit peu sa filmographie et on a essayé de comprendre comment il est devenu ce qu'on dit de lui aujourd'hui, c'est-à-dire le maître de l'horreur. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur justement ses inspirations. On en a parlé un petit peu en préambule. C'est un grand fan de western, mais il y a une chose aussi, c'est que dans beaucoup de ses œuvres, il y a du Lovecraft en fait dans beaucoup de ses œuvres. Mélanie, est-ce que tu peux nous parler de cet aspect justement de Carpenter ? Carpenter, c'est quelqu'un qui, a priori, de ce qu'on en sait, est quand même très cultivé et s'intéresse à beaucoup de choses différentes, même s'il explique aussi avoir été très marqué par son éducation religieuse à l'époque. Oui. À l'école, on lisait la Bible, apparemment, dans le Kentucky. Donc, ça l'a beaucoup marqué. Effectivement, les influences de la religion, quand même, sont très, très, très présentes dans pratiquement tous ses films. Mais Lovecraft, oui, c'est une influence plus ou moins directe suivant les films, mais celui auquel on pense tout de suite, c'est L'Antre de la folie. Complètement. Où là, effectivement, il y a une créature qui est tout droit sortie d'un roman de Lovecraft, avec cette espèce de tentacule. C'est vraiment une créature fantastique. Après Lovecraft, oui, on l'a en pointillé un peu dans ses films. Je ne sais pas si tu... Oui, après, c'est-à-dire que Lovecraft, dans L'Antre de la folie, c'est assez évident, mais il y a aussi Stephen King là-dedans, quoi. Et en plus, lui, pour le coup,
comme Stephen King, c'est plus un contemporain, c'est encore, on va pas forcément le citer comme une influence directe, mais plutôt comme quelqu'un avec lequel il a travaillé. On a parlé de Christine, vite fait dans la première partie. Le truc, c'est que après il y a cette notion, c'est-à-dire que il y a cette notion en fait de traiter l'horreur. De façon vraiment, comment dire, j'aime pas le terme hors-champ forcément, je l'ai utilisé dans la première partie, mais plutôt de manière en fait, voilà, c'est-à-dire de la travailler. Et en fait, voilà, dans Prince des Ténèbres, c'est un peu la même logique, c'est-à-dire que il a besoin d'un miroir. Quelques figures en fait, pareil parce que c'est un espèce de film de siège aussi, hein, celui-là, et quelques figures comme ça en fait de laisser pour compte dehors et tout pour d'un seul coup créer en fait une vraie tension sans forcément encore une fois pointer du doigt les choses en fait, c'est-à-dire qu'il y a vraiment c'est vraiment une question d'ambiance, donc il y a ce truc qui revient, mais lui par contre il fait surtout du cinéma contemporain, donc c'est-à-dire que on n'est pas dans une adaptation directe de Lovecraft. D'ailleurs L'Antre de la folie c'est clairement une influence. Mais déjà, c'est pas lui, c'est-à-dire c'est pas lui qui l'a écrit. Vraiment, c'est lui-même en joue en plus en fait. Ouais, même dans le film. Voilà, c'est ça. Il joue clairement de ça. Et en fait, il adapte ça, on va dire entre guillemets, au cinéma. C'est-à-dire que c'est dans L'Antre de la folie, c'est un roman qui rend dingue. Qui rend dingue même son romancier. Hein, voilà, c'est ça. Sam Neill, excellent. Alors, c'est pas Sam Neill qui est l'auteur du. Non, je veux dire, Sam Neill qui lui-même est censé être un personnage qui ressemble à Carpenter, c'est-à-dire quelqu'un de très, très cartésien. Parce qu'on t'a parlé du fait qu'il y avait mais il n'est pas croyant. C'est-à-dire, voilà, il est athée. Non, il a l'influence de la religion. Et donc, c'est quelqu'un de très cartésien qui globalement, ne croit pas vraiment en ce qu'il raconte, même s'il y croit quand il le fait. C'est-à-dire que, je veux dire, il ne croit pas aux fantômes, il ne croit pas aux zombies, ce genre de choses. Mais par contre, il croit vraiment quand il fait ces films-là. Et c'est ça qui est important, en fait, en tant que cinéaste. Et du coup, en fait, il traite ça à travers ça. C'est-à-dire que l'histoire du livre, lui, il le pousse, en fait, il pousse la blague, en fait, quand à la fin, ça devient une adaptation de cinéma. Et d'un seul coup, en fait, c'est l'apocalypse. Mais c'est un film, pour son époque, pour rester sur L'Antre de la folie, moi, qui m'a extrêmement marqué dans sa narration, dans ce que ça raconte, et dans justement cette espèce de mélange des mondes. Je me suis dit, en fait, c'est très, très puissant, en fait. Puissant mais pour tout le monde, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas... C'est un film, d'horreur, on va dire, mais pas seulement. Il y a quelque chose d'autre dedans. Ça raconte quelque chose d'autre, j'ai l'impression, L'Antre de la folie. Tous les films, il y a plein de niveaux de lecture. Mais L'Antre de la folie, moi, ce que je trouve génial, c'est que c'est un film sur le pouvoir de la fiction. En fait. Oui. Et du coup, c'est un film sur le pouvoir du cinéma. J'ai l'impression qu'il raconte quelque chose à Hollywood aussi, hein, tu vois. Ça raconte quelque chose. Même si qui écrit L'Antre de la folie? C'est Michael De Luca. Il n'est pas du tout. C'est son seul scénario, je crois, si je dis pas de bêtises. Et c'est surtout à la base en fait un producteur chez New Line. Et un producteur à l'époque assez influent, hein, à qui on doit notamment. En partie, en fait, le fait que Le Seigneur des Anneaux soit fait chez eux, chez New Line, en fait, qui était un peu le studio de la dernière chance au moment où ils ont fait le film. Mais il a lancé, par exemple, il y a Blade avec Wesley Snipes, c'est de lui. Il n'y a rien Blade, on dira ce qu'on veut, mais c'est quand même... Première adaptation forte de comics. Voilà, c'est ça qui, on peut dire même le lance zéro de ce qu'on connaît aujourd'hui au cinéma en termes de... Voilà, c'est ça. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui a cette influence-là, qui a aussi une personnalité assez forte, hein, mine de rien, qui a malheureusement pas retrouvé ce succès-là après quand il est parti chez DreamWorks, etc. Mais voilà, et donc c'est effectivement deux personnalités qui se sont trouvées sur ce film-là. Et c'est ce qui en fait un film assez intéressant. Alors après, est-ce que c'est... Oui, enfin, je pense que de toute façon, on peut lire à travers le cinéma de Carpenter, on peut lire, je veux dire, même dans Los Angeles 2013, hein, il se moque littéralement de Los Angeles, d'Hollywood. Enfin, je veux dire, le film s'ouvre sur le panneau d'Hollywood qui est en train de cramer, quoi. Ouvrons cette thématique, alors, super, pour moi, importante, c'est le message derrière les films de Carpenter, parce que Carpenter, il déclare ça à un moment donné, on va le regarder, il déclare quelque chose sur les films, justement, qui ont un message. What I hate worse than anything else is pretension in any form. Somebody who's pretentious and is delivering a message. Because I don't think motion pictures is at all intellectual. I think it's all feelings. People laughing, crying, screaming, etc. Getting excited, getting upset, whatever. And when there's a message to it, it's not my kind of movie. Would you not say there's some kind of a message going on in Dark Star or in Assault on Precinct? Perhaps it's not my intention, though. The intention is to entertain. Alors, c'est fou que Carpenter déclare ça. Parce que, en fait, dans bon nombre de ses films, parfois c'est très politique, on l'a dit. Assaut,
c'est très politique. Bon, là, il était quand même au début, on va dire, de sa carrière. Donc, je pense que... Je sais pas ce que vous en pensez, Mani, qu'est-ce que tu en penses Oui, là, effectivement, visiblement, il était tout jeune, donc je pense qu'il n'avait pas encore fait... C'est sur Halloween, ça, c'est sur le sur Halloween. 78. Alors effectivement, quand il fait Halloween, enfin quoi qu'on peut, en fait, on peut lire les films, on peut interpréter avec une grille politique tous les films, en fait. Finalement, peu importe la parole du réalisateur, moi, il me semble. Mais ce qui est intéressant avec Carpenter, c'est qu'en fait, c'est l'aspect politique, il est très ambigu, parce que il peut être récupéré entre guillemets, on peut y voir des messages de tous les côtés, Après, il y a une sorte de dénonciation dans certains de ces films. On voit Invasion Los Angeles. Mais si c'est pas un film avec un message... Moi, je serais plus nuancée. Enfin, oui, évidemment, a priori, c'est contre la société de consommation, etc. Et en même temps, il utilise un ancien Roddy Piper, qui est un catcheur, et il fait des combats de catch. Enfin, c'est quand même un film contre la consommation qui est très imprégné de la société américaine aussi. Enfin, je trouve que c'est pas juste contre. C'est contre, mais avec aussi... Carpenter, c'est un Américain. Voilà. Donc il a grandi dans le capitalisme. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose qu'il rejette totalement. Il le dit lui-même. Bien sûr. Après, il est très ironique aussi. Carpenter, il aime bien. Déjà, il aime pas faire des interviews. Ça voilà, ça c'est le premier truc. Là encore, là, il est plutôt cool. Toi, tu l'as eu en interview, ça c'est une fois ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, une fois ça s'est pas mal passé. Mais disons que voilà, c'est quelqu'un qui. En fait, mais je pense que c'est une forte tête encore une fois, et c'est ce qui fait la qualité de son cinéma en fait vraiment. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, en fait, quel que soit le film qu'il fait. En fait, sa personnalité comme ça, un peu... Il y a un terme américain, maverick. Rien à voir avec Mel Gibson. Voilà. Mais un maverick, en fait, c'est-à-dire vraiment une personnalité, une forte tête, quoi. Quoi qu'avec Mel Gibson. Voilà. Et le truc, c'est que ça va forcément transparaître. Donc, il va pas faire des films, en fait, pour... c'est-à-dire que oui, il essaye de faire des films de divertissement, oui. Après, il a une haute idée de ce que c'est quand même, je pense. C'est ça le truc. Et derrière ça, en fait, voilà... donc oui, c'est quelqu'un qui veut faire de l'argent, c'est quelqu'un qui n'a pas un problème avec ça dans l'absolu, mais par contre, il a le capitalisme sauvage, tel qu'il pouvait se pratiquer dans les années 80, et aujourd'hui, on n'en parle même pas. Je veux dire, voilà. Je pense qu'il est clairement dénoncé dans Invasion Los Angeles. C'est une évidence. Et c'est quand même, je veux dire, au-delà de Roddy Piper, il joue un sans-abri. Exactement. Donc, il y a même tout un groupe de sans-abri. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, il y a une opposition entre les deux, je veux dire, dans la lutte des classes, qui est assez évidente. Mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, New York 97, on dit New York 97 parce que ça se passe en 1997. Mais on va rappeler que c'est un film qui date de 81, donc techniquement, c'est un film d'anticipation. Et du coup, en fait, l'idée, c'est quoi ? C'est New York est devenue une prison, en fait, et on envoie le pire sociopathe, parce que c'est un sociopathe, le personnage de Snake Plissken. On voit qu'il est détesté, dans le film, c'est bien amené, en plus. Pour aller chercher le président. Et le truc, c'est que, je suis désolé, je vais spoiler le film pour les gens qui l'ont pas vu, donc... Il faut aller le voir, impérativement. Fermez vos oreilles. C'est un classique. Voyez-le. Mais à la fin, le personnage de Snake Plissken, en fait, parce qu'ils ont essayé de lui la faire à l'envers, en fait, c'est lui qui leur l'a fait à l'envers, en fait. Donc voilà. Et alors dans Los Angeles 2013, c'est encore pire. C'est-à-dire que tu disais, le panneau Hollywood qui brûle. Voilà, c'est ça. Donc le truc, c'est que c'est un personnage hyper contestataire, mais c'est parce qu'en fait, le personnage de Carpenter lui-même est comme ça, en fait. C'est pour ça aussi, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ces films ne marchent pas au moment où ils sortent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans l'air du temps, parce que c'est quelqu'un qui ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui fonctionne en contre, c'est-à-dire il est vraiment il va contre le courant. Et du coup, c'est ce qui fait le prix de ces films, c'est-à-dire c'est ce qui fait le prix de la qualité de ces films, et c'est ce qui fait que les films sont compris après coup. Mais après qu'ils soient récupérés, oui, Obey, tout ça, c'est un truc qui est récupéré par la Culture Street aujourd'hui, voilà. Sauf que c'est complètement c'est marchandisé, donc en fait, c'est ça qui devient complètement du message original. On rappelle Invasion Los Angeles, c'est un film où des extraterrestres envahissent le monde et poussent les gens à consommer de différentes manières, etc. Et en mettant une certaine paire de lunettes, on voit des messages subliminaux partout à destination des terriens, des humains, etc. Moi, pareil, c'est un gros choc à l'époque quand j'ai vu ce film. À chaque film de Carpenter, j'ai l'impression d'avoir ressenti un choc comme, c'est peut-être un petit peu fort, mais comme une prise de conscience sur quelque chose. Ça veut dire que ça m'a fait réfléchir, contrairement à ce qu'il dit en 78 avec Halloween. Oui, c'est des films qu'on n'a pas vus. En fait, il y a aussi ce truc-là, c'est qu'à chaque fois, alors en plus dans des genres quand même différents, parce qu'on parle de Maître de l'horreur, mais finalement, il a fait quand même beaucoup de genres différents. Et à chaque fois, il fait quelque chose, on se dit, mais ça, je ne l'ai jamais vu. Alors on aime pas,
mais il y a quand même cette originalité, mais qui est liée, comme tu dis, à sûrement sa forte personnalité. Et il n'hésite pas non plus à faire ça avec ses acteurs, parce que Kurt Russell, là, on le voit aujourd'hui, Kurt Russell, c'est le bad guy et tout ça, il est trop cool. Il joue dans des Marvel. C'était un tranquille. enfant acteur chez Disney, Kurt Russell, donc il vient quand même de loin. Et c'est Carpenter qui vient le chercher sur un film avec Elvis. Et voilà, et qu'il est Sur Elvis, scotché. sur Elvis. Oui, Il pas fait avec Elvis, Elvis. Kurt Oui, Russell il joue est Elvis. poursuivi par Elvis dans sa carrière d'ailleurs, mais bon. Et John Carpenter est voilà, fasciné par la performance de Kurt Russell sur ce téléfilm, donc le roman d'Elvis de John Carpenter. Et il l'impose après dans The Thing. Et après, dans Jack Burton, dans Et c'est- New York et c'est- 97. Dans Et c'est grâce à sa starification après Stargate et tout ça qu'ils ont réussi à lancer Los Angeles Trail avec ce budget-là. Et d'ailleurs, le truc qui est assez marrant, c'est qu'en fait, ils sont vraiment très opposés politiquement parlant. C'est-à-dire que Kurt Russell, c'est un libertarien. Et il l'assume complètement. Et d'ailleurs, enfin, je veux dire, la politique de Los Angeles 2013, spécifiquement celui-là, c'est Kurt Russell. Et c'est assez fascinant de voir deux personnes qui ont une logique politique. Alors, opposés, mais en même temps, je pense qu'il y a des choses qui se rejoignent, quoi. Travailler ensemble et vraiment, en fait, être les meilleurs amis du monde. C'était sur Jack Burton, sur le DVD qui est sorti 15 ans après la sortie du film, il y a un commentaire audio où, en fait, il est hilarant, ce commentaire audio, parce que, en fait, au bout d'un moment, ça faisait tellement longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus, qu'en fait, ils arrêtent de parler du film et ils parlent d'eux. Et en fait, ils disent comment va ton fils? Ah bah il joue au baseball. Et en fait, d'un seul coup, et en fait, ils le disent au bout d'un moment, ils disent on est désolé, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas parlé, qu'en fait, on reprend la conversation. Parce que Kurt Russell, c'est voilà. l'acteur fétiche de John C'est des amis, Carpenter. voilà. C'est des amis. Il le considère comme un grand frère. J'ai lu ça. Je trouvais ça assez étrange que il disait que John Carpenter considérait Kurt Russell comme un grand frère. Alors pour moi, c'est plutôt l'inverse qui devrait être fait, quoi. Mais pourquoi Kurt Russell, justement, lui, après, il enchaîne des films avec des succès quand même. Il devient un acteur important d'Hollywood dans un certain genre, même dans le genre de l'action, etc. Mais pourquoi, justement, ça n'a pas boosté avec lui John Carpenter quand il le reprend avec lui sur Los Angeles 2013? Bah, Los Angeles 2013, c'est un bide. c'est un bide. C'est un énorme bide. Alors, c'est un film en plus avec C'est désuet techniquement parlant. Alors, c'est un film, mais déjà à l'époque, c'est-à-dire c'est un film qui avait beaucoup de problèmes techniques. Ils ont eu d'énormes soucis. En fait, la boîte d'effets spéciaux en fait, a fermé ses portes avant. Le film a été avancé aussi, c'est-à-dire la date de sortie a été compressée. Il devait sortir en novembre, finalement, il est sorti en août aux États-Unis. Donc, avec la post-prod hyper compressée. Je crois que la boîte de prod n'avait pas testé les effets spéciaux numériques à l'époque encore, parce qu'on était vraiment à l'époque au balbutiement de ça. On est en 97, 96. Ouais. Et voilà, mais après, moi, je trouve que la charge, c'est même le film le plus politique de Carpenter, quasiment. Plus encore même, je trouve que Invasion Los Angeles et même New York 97, en fait. Et moi, je trouve que c'est un film qui est vraiment fascinant. Et même si une fois qu'on sait, en fait, qu'il a tous ces problèmes, ce film-là, c'est un film qui est bourré d'humour. Ouais, noir, énormément d'humour. Voilà, et en même temps qui est très pour moi qui est assez clair sur ce qu'il raconte, quoi. Donc voilà, c'est un de mes préférés, même si j'ai bien conscience que c'est. Oui, moi je suis pas un grand fan. Mais parce qu'après aussi j'ai la vision de ma première, justement, de mon premier visionnage à l'époque, et j'étais extrêmement déçu parce que je m'attendais à un nouveau New York 97 en fait dans la forme et dans le fond. Donc c'est vrai que la forme, à l'époque j'étais jeune, ça m'a un peu déçu. On va aborder maintenant une autre facette de John Carpenter. C'est au-delà du réalisateur, c'est aussi le compositeur. Alors si vous le savez pas, John Carpenter a composé cette musique, par exemple. On va l'entendre tout de suite. On en parlait. C'est c'est le thème de New York 97. C'est évidemment culte, mais il a composé aussi d'autres de ses films. On va écouter un autre extrait. Alors ça, c'est pas un de ses films, mais c'est l'album qui est sorti il y a quelques années. Justement, il en est venu tellement par passion pour la musique à sortir un album avec des musiques inspirées de ses films, en tout cas dans les mêmes thématiques sonores, etc. Déjà, pourquoi John Carpenter vient à composer la musique de ses propres films? Alors déjà, il est dans un bain musical puisque son père est musicien.
Donc il l'initie assez rapidement à la musique, donc c'est quelque chose il est familier avec la musique. Et puis à un moment, ça coûte cher de composer, d'embaucher un compositeur. Donc comme lui, il maîtrise un peu, il commence à faire de la musique. Et sur son son particulier, donc il utilise un synthétiseur. Il dit tout simplement, moi j'ai pas les moyens d'avoir un orchestre symphonique et la chose qui me permet, il est toujours très pragmatique quoi. Ce qui me permet d'avoir un max d'effets avec un minimum de moyens, c'est le synthétiseur. Donc c'est ce que j'ai utilisé dès le départ. Et j'ai lu aussi dans une interview qu'il disait avoir été très marqué par Planète Interdite, qui est un film avec une musique, un des premiers films avec une musique électronique. Et voilà, il a été très marqué par ça. Donc il y a peut-être aussi là un truc qui flottait dans son enfance, et après il a fait toute la musique de presque tous ses films. Il n'y a que 3 films qui fait pareil. Et quand c'est pas lui, c'est Ennio Morricone sur The Thing, donc bon, il qui ressemble bien fortement à ce qu'il fait. En tout cas, ce qu'il a gardé, oui, parce que Tarantino a réutilisé justement ce qui a été rejeté du score de The Thing, il l'a utilisé dans Les 8 salopards. Et pour le coup, c'est du Morricone, quoi, ce que tu entends dans Les 8 salopards. Donc c'est assez étonnant. Mais je pense que voilà, ça participe toujours de la même chose. C'est-à-dire que on parlait du fait qu'il est très pragmatique et qu'effectivement il y a des problématiques de budget. Sa femme, Sandy King, en fait, qui est une productrice, elle raconte cette anecdote. Elle dit avec John, si on lui propose la solution à $10, $20 ou $50, il va forcément prendre la solution à $10. Et c'est sa façon de fonctionner. C'est quelqu'un qui est vraiment à l'économie. Après, je pense que ça explique pourquoi dès le début, il a commencé déjà à composer pour lui-même. Mais surtout, après, je pense que c'est tellement reconnaissable aussi, comme le reste, comme ses films en soi, que ça imprime en fait sa personnalité de nouveau, en fait, encore un peu plus sur le film. Voilà. Pour moi, la musique est une composante essentielle des films de Carpenter. Et il faut savoir qu'il compose la musique après le montage. Alors ça, j'étais très surpris, c'est assez surprenant. C'est-à-dire qu'il compose une fois qu'il voit le film monter, et là, il compose à ce moment-là la musique. Et vraiment, je le répète, c'est un compositeur de talent. Il a inspiré bon nombre de musiciens d'aujourd'hui avec de grands succès. Carpenter Brut. Carpenter Brut, mais pas que. On trouve Kavinsky, par exemple. La scène électronique, c'est voilà, la scène électro, c'est... Et tout de suite, dès qu'on entend un son de Carpenter, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis tout de suite dans l'ambiance du film. C'est dingue. Je pense que c'est le seul réalisateur-compositeur qui a ce double talent à cette échelle. C'est vraiment très, 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 très fort. Déjà, je ne sais pas s'il y a tant de réalisateurs-compositeurs à l'échelle d'une filmographie, à ce point-là. Non, pas à l'échelle tant de films. Pas aussi connu, en tout cas, ça c'est sûr. Et après, le truc, c'est que oui, tu disais, on est plongé dans l'ambiance. Vortex, par exemple, qui est le gros morceau de son album solo, là, Lost Themes, c'est tout de suite, tu t'imagines le film qu'il pourrait y avoir avec, en fait. Complètement. Voilà. Et c'est ça, c'est un peu frustrant, parce que tu dis, il a fait cette musique-là, mais il faut un film avec. Ouais. Et en fait, ces musiques aussi, elles me font penser à, ça va être une parfaite transition, mais à des musiques de jeux vidéo parfois. Parce que, on le sait, en fait, John Carpenter est un énorme fan de jeux vidéo. Aujourd'hui, il l'a dit, il fait plus de films, il joue aux jeux vidéo et il regarde la NBA. Voilà, c'est deux plus grandes passions depuis des années. Et il fait de la musique. Et il fait de la musique, il fait des concerts, il en a fait quelques-uns. Et alors, sa passion pour les jeux vidéo, elle ne commence pas avec ce jeu, mais justement, c'est un jeu qui lui rend hommage. C'est Metal Gear Solid de Hideo Kojima, où là, on a un héros qui s'appelle Snake, qui est totalement, là on l'a un peu vieilli, c'est totalement Snake Plissken dans New York 97. Et donc je pense que c'est un joli hommage pour Carpenter, et je pense qu'il le prend comme ça, quoi, en termes d'hommage. Mais lui-même, John Carpenter, a participé à des jeux, notamment à Fear 3, je crois, où il scénarise le jeu. Et quand on lui demande pourquoi il ne fait pas la musique, par exemple, de jeux vidéo, il dit que personne ne lui a demandé encore. Alors il y a un jeu, mais alors là tu vois, tu me prends au dépourvu, mais il y a un jeu sur lequel il a fait la musique, on lui a demandé à part, et c'est vraiment c'est un tout petit jeu qui n'est pas très connu, je crois dans les années 90-2000 en fait. Et, ouais, et c'est alors je suis désolé pour les gens qui nous regardent, à vérifier quoi sur IMDb, mais j'ai plus du tout le titre du jeu en tête, mais si il a composé ça, mais c'est en plus, c'est même pas sorti en album, c'est vraiment, c'est pas connu du tout. Mais oui, ça lui est arrivé, voilà. Mais le truc avec la zig de Carpenter, c'est que c'est même pas, c'est-à-dire que ça a été énormément copié, même dans certains films. Il y a pas mal de films d'horreur qui essayent de reprendre cette, voilà, et ça marche pas en fait.
parce que c'est tellement lié à ce que Carpenter fait lui-même et tellement lié à son cinéma que voilà. Et je pense aujourd'hui, ça l'éclate de faire ça, comme ça l'éclate de jouer aux jeux vidéo, parce qu'il a tellement travaillé en fait toute sa carrière, c'est-à-dire il a fait plus de 15-20 films en fait sur un laps de temps, très court, hein, de 76 en gros à 2001 quoi. Et c'est vraiment en 25 ans de carrière, il a fait sa carrière en 25 ans en gros quoi. Et je tiens à préciser qu'il continue à être politique lors de ses concerts. Moi je l'ai vu à Paris en concert, c'était au moment où Trump a été élu. Et il a lâché quand même un F-word pour Trump avec un gros bras d'honneur en plein concert quoi. Donc c'est-à-dire qu'il est politique, qu'il le veuille, que le Carpenter de 78 le veuille ou non, c'est devenu quelqu'un... Après, c'est facile d'être contre Trump. Certes, mais heureusement. Carpenter, à son âge, on peut se dire... Vrai, il pourrait ne rien dire. Il pourrait ne rien dire ou être... Jamie Lee Curtis l'a dit aussi au Grand Rex l'année dernière quand ils l'ont projeté. Exact. Elle a hurlé fort. C'est très chouette. Non, mais c'est cool de voir qu'en fait, il garde cette même ligne de conduite, même dans la musique, quoi. Mais c'est pas étonnant. Hein. C'est encore une fois, je pense que tout ça découle. Je suis désolé, hein, je me répète un peu, mais c'est vrai que ça découle d'une personnalité tellement prononcée qui lui a valu d'ailleurs en fait tous ses problèmes à Hollywood. Hein, je pense. Pas sur Fuck Trump hein, en l'occurrence, mais sur l'ensemble de sa carrière quoi. Et c'est quelqu'un qui s'assume. Ça fait partie, je pense qu'il suffit de regarder aujourd'hui comment il fonctionne en interview. Il donne des interviews, mais en fait il fait des réponses d'une phrase. Ouais. Et tout simplement parce que c'est quelqu'un qui arrivait quand on lui dit. Moi je lui avais posé la question, je lui avais dit quand on écoute Vortex, on imagine un film et tout. Il dit ouais c'est dans ta tête. C'est ça sa réponse. Alors, oui, mais c'est vrai. En fait, après, il a raison. C'est un truc où en gros, moi, je vais pas faire le film qui va avec. Me pose pas la question, en fait. Moi, je fais ma musique, je fais mon truc. Et je pense que parce que c'est beaucoup de travail de faire un film, c'est très très dur et de plus en plus dur en fait avec la politique des studios etc. Et du coup, je pense qu'il en est arrivé à un stade où il est usé. Puis je pense que surtout en fait, il va préférer vraiment se ressourcer sur ce qu'il veut faire. C'est-à-dire la musique, c'est dans son coin avec son fils, Cody. Ils composent ensemble. C'est lui qui en plus lui et son filleul qui lui a dit vas-y fais des concerts. On se relance quoi. Et il s'éclate là-dedans. Hein. Moi aussi, je l'ai vu en concert à Paris. Il s'éclate quoi. C'est vraiment. C'était génial. Franchement, j'ai kiffé. Moi. Ouais. Pour terminer, j'aimerais savoir ce que pensent tes étudiants de John Carpenter. Alors, est-ce qu'ils connaissent déjà? Alors, ils connaissent finalement peu, mais ça va changer, je suis sûre. Parce que là, on en parle beaucoup quand même de Carpenter depuis 2 ans. Il y a plein de ressorties vidéo. On peut redécouvrir ses films dans une très bonne qualité. Parce qu'il faut dire aussi ça, c'est qu'à un moment donné, les films n'étaient pas si accessibles que ça. Encore aujourd'hui, pour voir, je sais pas, Starman, enfin voilà, il y a des... Après, mais il y a d'autres choses à voir ou... Non, mais voilà, les films n'étaient pas forcément en bonne qualité. Là, ça ressort, donc les étudiants s'y intéressent. Mais c'est vrai que je suis toujours étonnée de leur faire découvrir, par exemple, Halloween, le vrai, le premier, voilà. Et ils découvrent que Michael Myers, au début du film, est un petit garçon et ils sont étonnés de ça. Donc c'est super. C'est que voilà, il faut continuer d'apprendre et il faut se cultiver. Et le film fonctionne toujours très bien. Il sursaute toujours. Donc à 20 ans, quand on n'a pas vu Halloween, ça marche aussi. Je l'ai revu en salle avec un groupe de jeunes étudiants et ils étaient terrifiés. Alors, les films qui sont venus après n'ont pas effacé l'effet de celui-là qui a tout inventé quand même, ou presque. Donc c'est vraiment la marque pour le coup, d'un vrai maître de l'horreur, là, on peut le dire. Tout à fait. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette spéciale John Carpenter. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la légende.